Bonjour, je suis Marilyn Genevrier. Bienvenue dans Jour J, l'émission en live sur LinkedIn dédiée aux nouveaux défis de l'événementiel. Nous avons invité aujourd'hui Hichem Elgarache Balandin. Hichem travaille pour l'association Kajibig qui fait de la mutualisation pour l'événementiel. Les entrepôts de Kajibig sont installés à Vaux-en-Velin dans le Rhône. Hichem Elgarag est chargé du développement de cette mutualisation. Bonjour Hichem. Bonjour. Il est en train de se connecter. Ça va Hichem? Ouais, ça va bien et toi? Merci beaucoup d'être avec nous, ça va très bien. C'est le début du grand rush, j'imagine, pour Kajibik. Bientôt les festivals d'été. Merci de venir nous expliquer comment ça marche, la mutualisation dans l'événementiel et surtout à quoi ça sert. Cette émission est réalisée en direct, je le disais, mais sera disponible en podcast sur toutes les plateformes que vous connaissez bien, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Donc n'hésitez pas si vous êtes fervent amateur des podcasts à aller écouter Jour J. Jour J, c'est un programme qui est coproduit par les agences Bison et Eltonic Circus. Nous sommes ensemble, Hichem, pendant une demi-heure. Ça va aller très vite. J'ai les yeux braqués sur le chat. Vous qui assistez à cette émission, n'hésitez pas à poser vos questions à notre invité. Alors, Kajibig, c'est une association qui réunit, Hichem, dis-moi si je me trompe, mais une centaine d'organisateurs d'événements, ou plutôt d'utilisateurs de matériel événementiel, en réalité. Tous ont investi dans le même matériel bichonné par les équipes de Kajibig, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Du coup, on parle de contributeurs utilisateurs chez nous, c'est-à-dire il y a une centaine de structures donc du territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, enfin majoritairement, très majoritairement, qui ont participé à l'acquisition collective de matériel pour leurs propres activités. Et oui, bichonnés par Et nos pour celle équipes des au autres dépôt. aussi. Ouais, voilà. Les Nuits Sonores, qui s'est terminé il y a peu, Woodstower, GL Evans, mais aussi la Croix-Rouge, des événements comme Zéro Déchet, comme Repercute Sound, bien sûr, le Festival réel de Villeurbanne, tout ça, ça fait partie des contributeurs de Kajibig. Où Kajibig a-t-elle trouvé sa raison d'être? C'est-à-dire d'où ça vient, en fait, cette mission de la mutualisation? En fait, c'est très lié au milieu d'où on vient, c'est-à-dire le milieu des festivals. C'est quelque chose d'informel Mmh. qui existait déjà il y a une vingtaine d'années. KGBIC, c'est 2001. C'est quelque chose qu'on retrouve sur énormément de territoires. Beaucoup de techniciens, de régisseurs, de directeurs techniques, d'organisateurs d'événements se prêtent du matériel. En fait, ça naît tout simplement de ça, d'un groupe qui se prête du matériel et qui à un moment décide d'en acheter collectivement et se pose la question de comment on fait pour acheter du matériel, comment on le gère et surtout quel modèle économique on peut placer autour de ça. Et il y a eu pas loin de 20 ans au final, enfin pas loin de 20 ans, on va dire 15 ans d'expérimentation avant de trouver un modèle économique qui soit reproductible et qu'on puisse vraiment ouvrir notre modèle à tout notre territoire. Et comme tu l'as dit, entre le moment où on a ouvert notre modèle, c'est-à-dire 2019, finalement, où il y avait 3 utilisateurs contributeurs, et je tiens à les nommer quand même parce que c'est vraiment les pères fondateurs finalement de Les piliers, Kajibig. bien sûr. C'est Mediatone, Woodstower et le festival Démon d'Or qui n'existe plus malheureusement. Mais voilà, on avait 3 contributeurs utilisateurs et voilà, en quelques années, maintenant on a ouais, on a passé la barre des 100 très 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 récemment et surtout voilà, une diversité qui commence à se mettre en œuvre puisque tu l'as souligné, la Croix-Rouge, c'est Mmh. quand même pour nous une très très grande fierté de voir que la mutualisation peut aussi être effectuée auprès d'humanitaires, mais des collectivités territoriales, donc voilà, Villeurbanne, des agences événementielles, des organisateurs de salons, des organisateurs d'événements beaucoup plus politiques ou politisés Mmh. aussi. Donc c'est Et pas que les festivals aujourd'hui? Vous avez non, c'est pu pas que les ouvrir, festivals, on reste. dépasser le festival, le culturel, Voilà. pour toucher un peu du corporate aussi? Ouais, bien sûr, du corporate, du politique, du business. En fait, on a toujours cette logique-là qui est un peu prétentieuse, mais de dire que ce qu'on est capable de faire en festival, on est capable de le reproduire à l'échelle d'un territoire. Parce qu'en Mmh. fait, un festival, c'est la construction d'une ville éphémère. Et si on est capable de faire un certain nombre de choses lorsqu'on construit une ville éphémère, on doit être capable de le reproduire à l'échelle d'une ville tout court.
Très bien. Alors rentrons un peu dans le détail. Qu'est-ce que c'est la mutualisation? Et surtout la question qu'on se pose assez naturellement, très vite, c'est qu'est-ce que ça change de l'achat-location finalement? Là, ce sont des structures qui se réunissent pour acheter et puis après elles mettent en location. Est-ce que, qui pourraient mettre en location? Comment ça marche? C'est quoi votre modèle économique? Je vais en profiter pour saluer Samuel Torikian qui est avec nous également et qui nous écoute des World Skills Lyon 2024. Merci beaucoup à toi d'être avec nous, Samuel. Quel est Bonjour le modèle Samuel. économique? Alors le modèle économique de la mutualisation d'une manière générale, ça repose sur 4 rôles. Le rôle de contributeur, le rôle d'utilisateur, le rôle de mutualisateur et le rôle d'hébergeur. Et en fait, c'est vraiment ces 4 rôles qui caractérisent une initiative de mutualisation, à la différence de la location où il y a uniquement un utilisateur. Il n'y a pas de contributeur dans un schéma de location. Vous ne participez pas à l'acquisition collective d'un matériel lorsque vous louez une voiture. Vous êtes uniquement utilisateur du bien. C'est ce qui différencie aussi de l'économie du partage, puisque là, du coup, on va utiliser un bien qui est possédé par quelqu'un d'autre. La mutualisation, c'est vraiment une démarche de mise en commun de ressources et de planification de son usage partagé. C'est ça vraiment la définition d'une activité de mutualisation. Et ce qui va caractériser ensuite le schéma de mutualisation, au-delà de la contribution et de la contrepartie, ça va être aussi un système de rémunération et de rétribution des différents copropriétaires. Lorsque vous êtes copropriétaire d'un matériel, vous devez en percevoir un amortissement économique. Nous, on appelle ça une rétrocession d'amortissement dans le milieu de la mutualisation. Mais ça, en fait, c'est caractéristique des initiatives de mutualisation. À chaque fois que quelqu'un utilise finalement ce matériel, tiens, on va voir des photos d'ailleurs de matériel et de l'entrepôt Kajibig à Vaux-en-Velin. Je crois que vous êtes en train de vous agrandir aussi. C'est dire l'intérêt, la réussite de la mutualisation. Là, par exemple, puisqu'on parle de matériel, je voudrais qu'on parle de la plateforme là sur laquelle qui est en premier plan, c'est la plateforme PMR. Ça, c'est une plateforme qui a été achetée par les contributeurs de Kajibig. C'est pas Kajibig Ouais, l'association en elle-même en fait. Hein. c'est même au-delà de ça. C'est une plateforme qui a été pensée par les contributeurs utilisateurs. C'est un vrai travail de recherche et développement et c'est une production sur mesure qui a été effectuée par un intervenant de la région. Hein. Du coup, on essaie toujours aussi de privilégier le local dans les acquisitions. Enfin, on essaie de s'appliquer aussi en 360, la logique écologique. Et donc là, c'est une plateforme PMR qui a été achetée, qui est aujourd'hui la copropriété, je crois, de 28, j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'il y a 28 contributeurs utilisateurs qui ont mis en commun des ressources financières pour produire cette plateforme. Et aujourd'hui, elle est utilisée. Donc là, si je dis pas de bêtises, c'est le festival réel organisé par la mairie de Villeurbanne lorsqu'elle était capitale européenne de la culture. C'est un matériel ultra spécifique qu'on est à peu près les seuls à avoir en France. Puisqu'on a un vrai parc de matériel à destination des personnes en situation de handicap. C'est un matériel qui est nécessaire, c'est un matériel qui est extrêmement onéreux et c'est un matériel qui est très très difficile à amortir pour un organisateur d'événements, puisque il n'y a pas de levier commercial à avoir ce type de matériel. Et là, la mutualisation prend vraiment tout son sens. Comment vous faites pour intégrer dans le modèle économique de Kajibig les petites structures, celles qui n'ont pas les moyens d'investir a priori pour acheter cette plateforme? Là, on voit la plateforme, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a toutes les tables qu'on peut utiliser dans les festivals. Le catalogue est relativement vaste, j'imagine. Combien vous avez? Il est disponible sur le site de Kajibig? Il y a une partie du catalogue qui est accessible sur le site kajibig.mutualisation.com. Mais derrière, on a aussi tout le matériel qui est mis à disposition par nos contributeurs utilisateurs. Et là, évidemment, on a beaucoup de mal à le mettre en ligne. Aujourd'hui, le catalogue complet de Kajibig, ça doit être plus de 4000 références de matériel différents. Donc, on a vraiment une offre pléthorique. Mais pour répondre à ta question vis-à-vis des petites structures, notre modèle de contribution utilisation permet aussi d'une part déjà de dimensionner par rapport aux besoins et aux moyens réels des structures. Donc c'est tout à fait accessible à des petites structures parce qu'elles ont des petits moyens mais in fine des petits besoins pour assurer leur fonctionnement. Et pour les aider aussi, on publie des appels à projets. On en publie pour l'instant 2 par an, des appels à projets qu'on subventionne en points.
qui leur permettent en fait de bénéficier des points pour emprunter le matériel, donc sur des thématiques qui nous tiennent à cœur, en particulier l'économie circulaire, la promotion de l'agriculture locale, l'accession à l'alimentation. Enfin voilà, on travaille aussi toujours pareil sur ces thématiques qui nous tiennent à cœur pour permettre à des petites associations de se structurer, de pouvoir se développer avec du matériel qui corresponde à leur idéologie aussi. Toujours mettre en adéquation les paroles et les actes. Du coup, c'est quand même le secret d'une transition écologique réussie. Vous arrivez à avoir tout type de matériel pour l'événementiel. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui est plus compliqué à Alors, acquérir? ce qui est extrêmement compliqué à gérer et à acquérir, c'est le matériel technique, évidemment. Donc, quand on parle de son, de lumière, de vidéo, c'est quelque chose de très spécifique. C'est aussi quelque chose qui pourrait, d'une certaine manière, empiéter encore aujourd'hui sur les modèles économiques de certains prestataires. Donc, l'idée, c'est évidemment de travailler avec tout le monde, y compris avec les prestataires. Mais la seule réelle difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est sur ces matériels qui sont très, très spécifiques, qui nécessiteraient d'avoir de la ressource humaine qui soit spécifiquement dédiée à leur entretien, à leur gestion, qui nécessiterait d'avoir des ateliers et des locaux pensés uniquement pour ça. Mais c'est difficile aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. On y travaille en particulier sur la thématique du solaire. Puisque en fait un des grands leviers de développement pour l'avenir, ça va être les nouvelles formes d'énergie, comment on fait pour alimenter en énergie des festivals sans dépendre non plus soit du nucléaire, soit du pétrochimique. Et donc le solaire, l'éolien font partie des pistes qu'on est en train de travailler et qui va être pour nous déjà un premier pas vers l'intégration de matériel très technique au sein de la mutualisation. Ouais. Quel est l'enjeu? Alors, on a entendu, ça permet la mutualisation permet enfin l'investissement aussi, hein, mutualisé. C'est peut-être ça aussi la vraie différence avec d'autres formats. Permet d'acheter du matériel et même de concevoir du matériel qui n'aurait pas été disponible sur le territoire, notamment en métropole de Lyon, la plateforme PMR. Ça, je comprends bien. Quels sont les autres enjeux auxquels tu réponds avec Agibig? Alors, on répond Le alors, réemploi, bien sûr, ouais, une forme le de réemploi, réemploi. l'économie circulaire, la gestion du cycle de vie de la ressource aussi, puisque matérialiser la copropriété autour de la ressource, c'est en rendre tout le monde responsable, du début à la fin. Donc, il faut se poser aussi la question de qu'est-ce qu'on fera du matériel lorsqu'il ne sera plus en capacité d'être utilisé. Et ça, puisqu'on est tous co-responsables de ce matériel, et ben, on se posera la question tous ensemble. Ça, c'est un des enjeux auxquels on répond. Le véritable enjeu auquel on répond, qui est peut-être un peu prétentieux, ça nous fait toujours un peu bizarre de l'annoncer publiquement, mais on est aujourd'hui un modèle économique de développement durable. On est un modèle économique qui permet d'économiser des ressources naturelles tout en soutenant les activités, donc en permettant la création de valeur ajoutée, la pérennisation des emplois. On s'inspire de trois grandes théories qui sont l'ESS, donc l'économie sociale et Mmh. solidaire, l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. On est vraiment placé au milieu de ces trois grands schémas de pensée. On arrive aujourd'hui à avoir un peu de recul aussi sur l'ouverture de notre modèle, donc sur les impacts économiques. Et là-dessus, on a vraiment des très très bonnes surprises, puisque ça restait un peu de la théorie en se disant, voilà, on va faire économiser de l'argent, on va permettre Ouais, aux sur la structures, performance des structures en voilà, elles-mêmes. on avait un modèle qui était basé sur 3 contributeurs utilisateurs, mais de là à avoir la certitude qu'on puisse le reproduire avec des contributeurs utilisateurs de nature différente, c'était quand même un gros pari. Donc ça, c'est réussi. On en est très très fiers. Maintenant, on travaille beaucoup sur les indicateurs écologiques, c'est-à-dire qu'on veut vraiment démontrer la pertinence écologique de la mutualisation, les économies de ressources et les économies de déchets que ça peut générer. Mmh. Et là-dessus, on a ce gigantesque pari qu'on vient de faire avec un industriel, on vient de créer une gamme de produits mutualisés à l'échelle industrielle avec le support d'un industriel que je nomme d'ailleurs, qui s'appelle Wobbs, parce que du coup, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. On n'aurait jamais eu les moyens de le faire sans lui. Et du coup, là, on est en train de sortir des contenants alimentaires mutualisés en très très grande quantité, ce qui va nous permettre en fait de travailler déjà nos indicateurs écologiques, puisque là, on sait exactement la quantité de ressources naturelles qui était nécessaire pour les gobelets par le passé. Donc, on va pouvoir la comparer avec ce qu'on a réalisé cette année, enfin ce qu'on est en train de réaliser sur cette saison, puisqu'on a déjà fourni un certain nombre d'événements, puis on va en fournir d'autres. On va pouvoir voilà, travailler ces indicateurs écologiques, qui est vraiment
ce qui nous manque aujourd'hui pour gagner encore plus en crédibilité, même si la mutualisation est sur toutes les lèvres, même si aujourd'hui, voilà, on gagne un petit peu nos lettres de noblesse, alors qu'il y a quelques années encore, on était considérés un peu comme des hurluberlus. Mais vraiment d'aller, voilà, on a cette ambition. On propose un modèle économique de développement durable, adaptable à différents secteurs d'activité, pas uniquement à l'événementiel. On a fait beaucoup d'expérimentations sur des groupes de travail en prospective dans le secteur de l'ameublement, du design. On a vraiment cette ambition de réussir à C'est-à-dire fédérer. quoi? Ameublement, design, par exemple, comment tu réussis à transposer finalement C'est le juste concept? une question de temporalité. Dans l'événementiel, on travaille sur du 3 jours, 3 semaines, donc on a des problématiques de temporalité qui sont très courtes. Quand on commence à travailler sur du design ou sur de l'ameublement, on est nécessairement sur des temporalités beaucoup plus longues. On va être sur du 3-10 ans, en gros. Mais le principe est exactement le même. Et sur nos, alors encore une fois, sur des aspects très théoriques, ça sera un pari, j'espère qu'on réussira à lancer pour vraiment l'expérimenter de manière très très concrète. Mais d'un point de vue strictement théorique, ça fonctionne exactement de la même manière. Le modèle économique est exactement le même. Tout ce qui va évoluer, c'est la temporalité. Et on pourrait tout à fait envisager que des entreprises, demain, aient un parc de mobilier mutualisé et que l'usage de ce mobilier soit planifié sur plusieurs années au sein des entreprises. Il y a un barrage un peu psychologique, je pense, pour les entreprises encore aujourd'hui, mais en réalité, ça serait faisable et ça serait faisable sur énormément de choses. Aujourd'hui, on a travaillé avec des économistes, j'en ai encore rencontré il n'y a pas très très longtemps, du coup, et on peut balancer des pistes, on peut tout à fait imaginer que demain, des véhicules soient réellement mutualisés, pourquoi pas des parcs de vélos réellement mutualisés, plutôt que des vélos qui soient en partage d'usage, des parcs de vélos qui soient vraiment des copropriétés des utilisateurs, c'est tout à fait envisageable aussi. Avec aujourd'hui parfois des vélos ou des véhicules qui bougent pas du garage parce que Exactement. il y a pas d'utilité au sein même de l'entreprise. Je reviens juste sur la performance des structures donc qui investissent dans ce modèle économique. En ce moment, on est en pleine période d'inflation, les prix grimpent partout. Je me dis que c'est intéressant là pour le coup pour elles de pouvoir bénéficier de matériel juste avec des points qu'elles ont acquis qui, eux, n'ont pas perdu de valeur, quoi. Exactement. Du coup, ça c'est alors un très très inspiré de l'économie de la fonctionnalité pour le coup. C'est décorréler la valeur du matériel de sa valeur d'usage. Et c'est évidemment un impact économique en période d'inflation qui est absolument Ah oui. dingue. Puisque du coup, le point, il a une valeur constante, peu importe la valeur du matériel. Et en fait, en faisant durer la vie du matériel, en fait, on réussit en fait à valoriser l'usage permanent. Aujourd'hui, on a des schémas, donc on a 85% d'économie à besoin constant sur 4 ans pour une structure qui utilise des processus de mutualisation. C'est vraiment à l'inverse total de l'inflation. 85% 85% sur d'économie. 4 ans. D'accord. Ouais, Tu me disais en préparant cette émission que les Nuits Sonores, par exemple, cette année, avaient loué quasiment l'intégralité de leur matériel en points, avec leurs points, donc ça leur a coûté En concrètement tout zéro. cas, chez le matériel qu'ils prennent chez Chez Cagibig. Kajibig, donc il y a Mm. besoin constant par rapport à l'année dernière, puisque les Nuits Sonores, ça fait maintenant 4 ans qu'ils sont chez nous, enfin du moins qu'ils participent à notre initiative. Mm. Et du coup, cette année, ils ont pris exactement la même quantité de matériel de l'année dernière sans avoir à contribuer, puisqu'ils avaient assez de points pour ça. Donc l'économie est assez conséquente. Du coup, c'est pas à moi de révéler leurs chiffres en public, mais par contre, voilà, ça a un impact budgétaire indéniable. Bien sûr. Là, l'association Cagibig intervient sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en majorité quand même la métropole de Lyon. Euh, L'enjeu, c'est d'essaimer cette pratique de la mutualisation partout en France, de faire grossir Cagibig jusqu'à être capable de gérer la France entière. Comment tu conçois le développement national finalement Alors, de le la développement mutualisation? national, aujourd'hui, alors on est encore une fois un petit peu des ovnis parce qu'on parle pas particulièrement d'essaimage de KGB, mais d'essaimage de pratique de la mutualisation. Ça, en l'occurrence, c'est mon travail. C'est vraiment de trouver. Donc, il y a des acteurs de
la mutualisation partout en France. Donc, il y a des territoires où ils sont plus ou moins structurés, il y a des territoires où ils ont plus ou moins d'importance, mais tout le travail qu'on essaye de faire chez Cagibig aujourd'hui, c'est de participer à leur changement d'échelle, d'essayer de voir apparaître des initiatives de mutualisation extrêmement bien structurées sur les différents territoires pour pouvoir travailler sur des projets à très fort impact ensemble. Parce Donc, c'est pas qu'aujourd'hui, l'idée. tu constates aujourd'hui qu'il y a beaucoup de mutualisation qui est resté sur le format un peu informel dont on parlait au début de l'émission, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'initiatives de mutualisation, parfois même qui s'ignorent. Vraiment, moi, j'en rencontre assez régulièrement, qui ignorent même en fait leur vrai potentiel de mutualisation et qui en fait ont un peu le même problème qu'on avait nous, par exemple en 2015 avec la difficulté à expliquer ce qu'on faisait, la difficulté finalement à vraiment comprendre ce qu'on faisait même. Donc du coup, c'est d'essayer de les accompagner dans ce phénomène de compréhension aussi, et puis de comprendre les enjeux, les potentiels de leurs activités. Et de réussir à développer déjà un langage commun, de développer une définition commune de la mutualisation et de pouvoir travailler ensuite sur des projets à très fort impact, puisque en fait la problématique de la mutualisation, c'est si je prends cet exemple qui est réel, si on travaille sur un parc pour venir impacter positivement les nuits sonores. Les nuits sonores, c'est une fois dans l'année, et le reste des événements sont de beaucoup plus faible importance et ont beaucoup moins de besoins. Donne-moi En un fait, exemple. Tu as quoi comme exemple en tête là sur les nuits sonores? les contenants alimentaires, par exemple, les contenants alimentaires, couvrir en gobelet les nuits sonores et les extras des nuits sonores, c'est extrêmement important. C'est un Oui, festival qui oui, a plus oui. de 100 000 visiteurs, donc du coup, c'est une grosse quantité de matériel. Et ce matériel, en fait, si on avait des relais territoriaux en dehors de la région qui ont ce type d'événement aussi, que ce soit dans le sud, que ce soit au nord, que ce soit à l'ouest, etc., et qu'en fait, on pouvait dire, bah tiens, pour les nuits sonores, on rapatrie tout parce qu'on a besoin de tout ce matériel pour venir impacter positivement cet événement, mais que derrière, en fait, bah, du coup, toi, tu as, je sais pas, les vieilles charrues, bam, on bascule aux vieilles charrues, mais toi, tu es sur place et tu as la possibilité de gérer. Du coup, on peut mutualiser entre mutualisateurs, ce qui est Oui, parce qu'il vraiment n'y le a pas d'autres, il y a pas d'autres acteurs au il y a niveau des... régional qui ont la possibilité d'utiliser l'ensemble du parc nécessaire, en tout cas pour Alors, l'ensemble des gobelets nécessaires pour les nuits sonores. C'est ce que tu veux me dire. il y Juste, en je fais une a, parenthèse pour dire que dans 2 semaines, le 13 juin, mardi 13 juin à 13h, pareil, on recevra dans Jour J Fanny Craponzano qui fait partie des nuits sonores et d'Artifarty, bien sûr, l'association, et qui est en charge le développement, la stratégie de développement d'Artifarty. Voilà, je ferme la parenthèse. Non, mais après, en fait, du coup, il y a des acteurs de la mutualisation qui ont la vocation à changer d'échelle. Du coup, on peut citer la ressourcerie culturelle à Nantes, par exemple, qui est avant tout une ressourcerie, mais qui, du coup, est en train de basculer aussi un peu une partie de son modèle sur de la mutualisation. Mais du coup, est-ce qu'ils sont assez structurés pour qu'on puisse coopérer? On a expérimenté cette année une coopération entre Cagibig et la ressourcerie culturelle pour un événement qui est Univers Shifté, l'université des shifters. Donc du coup qui était à Lyon mais qui est maintenant à Nantes, donc du coup on a expérimenté cette coopération. Il y a des acteurs de la mutualisation qui ont l'ambition, la volonté de se structurer, mais en fait aujourd'hui on n'a pas encore une fois, ça fait un peu bizarre de le dire, mais on n'a pas d'équivalent sur d'autres territoires que Cagibig. Alors, sans dire qu'ils aient le même modèle économique, mais ne serait-ce qu'en termes d'impact, ne serait-ce qu'en termes de nombre de contributeurs utilisateurs. En fait, on n'a pas encore d'équivalent ailleurs en France. Et l'idée, c'est de voir dans quelle mesure on peut, nous, dans notre situation qui est finalement, entre guillemets, un peu privilégiée, puisqu'on a les moyens de me payer pour que j'aille les voir, pour que j'aille parler avec eux, ce qui n'est pas forcément leur cas de leur côté. Donc, du coup, de voir dans quelle mesure, nous, on peut aller les voir, discuter avec eux, essayer de voir avec eux si on peut pas optimiser un certain nombre de choses pour travailler ensemble. Voilà, Ouais, c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment pour venir un peu en faux avec ce que tu disais, évidemment, que l'idée de Cagibig n'est absolument pas de devenir une espèce de multinationale de la mutualisation et de rayonner, de créer des Cagibig un peu partout, enfin tout ça, c'est pas du tout dans notre logique. Nous, notre logique, c'est vraiment une logique de coopération avec les acteurs territoriaux, de pouvoir travailler ensemble.
Thomas te pose la question sur le chat. Je vous rappelle pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent que on est en direct. Hein, cette émission Jour J est en live LinkedIn. Donc n'hésitez pas, si vous êtes avec nous sur LinkedIn, à poser vos questions également. Il y a beaucoup d'utilisateurs dans le domaine culturel, dans le domaine associatif. On a beaucoup parlé des festivals notamment. Qu'est-ce qui manque au secteur privé, même si tu l'as dit, il y a des acteurs privés que vous arrivez à attirer vers vous, mais qu'est-ce qui manque au secteur privé pour passer le cap? Pour passer le cap dans le secteur privé, je pense qu'il y a un premier fait, donc c'est un peu indépendant de leur volonté, c'est que leurs modèles économiques sont beaucoup portés en fait sur l'amortissement revente ou le transfert de propriété. Du coup, la métamorphose est une métamorphose sur laquelle ils vont venir. Et d'ailleurs, on voit arriver d'ailleurs des très gros intervenants privés sur ces thématiques-là, mais via le biais un peu de l'économie de la fonctionnalité. On peut parler des systèmes d'abonnement qui sont mis en place, par exemple, par Boulanger ou par Decathlon, qui finalement commencent à sortir du transfert de propriété, c'est-à-dire ils vendent plus un bien, ils commercialisent l'usage de ce bien. Donc, du coup, on voit qu'il commence à se désaxer de ce Mais phénomène ça c'est de très la linéaire. location. C'est le C'est principe de la location, simple de la location. c'est de la location, mais pour des structures qui n'opéraient que du transfert de propriété, c'est-à-dire de Mm. la vente, C'est c'est déjà déjà, c'est déjà une métamorphose assez importante. Et c'est pour ça qu'ils y vont quand même assez prudemment. Mais en fait, si ces gros-là commencent à se désaxer du transfert de propriété, on imagine que les petits vont pouvoir commencer à réfléchir aussi à valoriser autre chose que le transfert de propriété. Par exemple, les intervenants qui sont, alors, pour rester dans le domaine culturel, les prestataires techniques, on a beaucoup d'échanges avec les prestataires techniques qui se posent la question de renouveler leur parc de matériel ou de mutualiser du matériel et de ne valoriser que leur expertise, leurs ressources humaines. Donc, du coup, ces conversations, elles sont en cours. La métamorphose de l'écosystème de l'événementiel, elle est en train de s'opérer, mais il y a des freins qui sont parfois des freins financiers. Déjà, c'est-à-dire que quand tu as investi lourdement dans du matériel ou que quand l'intégralité de ton activité, elle repose sur la commercialisation, c'est quand même mm. extrêmement difficile d'opérer cette métamorphose et ça se comprend, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Mais ces conversations sont en cours. Et après, il y a évidemment aussi une partie frein psychologique, idéologique qui est existante et qu'il ne faut pas nier. Certains n'ont pas envie d'imaginer une seule seconde qu'on puisse fonctionner autrement. Enfin, je Partager veux ou dire, ouais. si les freins psychologiques et idéologiques étaient levés partout dans la société française, du coup, on serait beaucoup plus serein pour l'avenir. C'est vrai que certains ont encore dans l'idée de créer des innovations, et notamment technologiques, hein, dans tout le domaine de l'événementiel. L'audiovisuel aussi est beaucoup marqué par ça. À partir du moment où on a une évolution technologique, où on a réussi à acheter le matériel que personne d'autre n'a en France, c'est le nôtre, quoi. Et on va valoriser ça. J'entends bien ce que tu me dis. On va terminer cette émission, ça passe très vite, Hichem, mais je voudrais que tu nous parles des Journées nationales des acteurs de la mutualisation, parce que ça, c'est un événement qu'a créé Kajibik. C'était la première édition cette année, me semble-t-il, qui La a eu lieu deuxième. la deuxième, qui a eu lieu à Ouais. Lyon. Hein, c'est ça? Qu'est-ce que c'est Ouais, les ouais. Journées nationales des acteurs de la mutualisation? Qu'est-ce que tu en attends de... Alors, ça, c'est vraiment, c'est un très grand bonheur. C'est au-delà de la fierté, c'est vraiment un très très grand bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, depuis 2021, on réussit, donc comme je le disais, il y a des acteurs de la mutualisation, des initiatives de mutualisation sur tous les territoires et on a réussi à enclencher vraiment le dialogue, la coproduction de savoir et de connaissances autour de la mutualisation. Donc on réussit à se réunir. On a réussi à se réunir en 2021, on a réussi à se réunir là en 2023, donc il y a eu à peu près 18 mois entre les deux, mais voilà. Et donc, du coup, pour réfléchir ensemble à nos pratiques, pour échanger et co-construire vraiment la définition de la mutualisation, parce qu'on y tient, définir la mutualisation ensemble par ceux qui la pratiquent, et finalement aussi essayer un petit peu d'agréger autour de nous tous ceux qui s'intéressent à la mutualisation et qui ont envie d'avoir beaucoup plus d'informations. Donc, on essaie de produire aussi pas mal d'écrits. Ça veut dire Et quoi? là, T'as des gestionnaires de la mutualisation là qui participent, tu as des agences événementielles qui veulent être contributeurs, tu as des techniciens ou des agences de technique, logistique aussi. Tout ça, ce sont des acteurs, c'est ça? C'est tout des acteurs. Alors vraiment, les acteurs de la mutualisation en tant que tels, c'est-à-dire ceux qui ont vraiment des initiatives qui sont déjà dans des modèles économiques de Mmh. mutualisation, et tous ceux qui s'y intéressent. Cette année, par exemple, on avait
4 ressourceries culturelles qui sont venues s'informer sur la mutualisation, qui ont participé. Et du coup, on a même fait animer un atelier par le RESAC, le réseau des ressourceries culturelles, pour qu'on puisse vraiment faire un peu échanger. le lien pour voir quels Ça, sont on a les points. une grosse réflexion sur les emplois d'avenir, c'est-à-dire les nouvelles fiches de poste, les nouveaux emplois qu'il va falloir faire émerger dans nos pratiques pour mettre en application réellement cette transition écologique. Et là, cette année, vraiment, et donc je te remercie de me tendre la perche, je l'annonce, il y aura 2 autres JAM, donc 2 autres journées des acteurs de la mutualisation, une à Dijon en octobre et une à Tours en décembre. Donc c'est même la preuve qu'en fait, ce format-là est désiré aussi par les territoires et va pouvoir être co-construit sur les autres territoires avec d'autres acteurs. Donc c'est génial. Dernière question, si tu veux bien, Hichem. Kajibik, c'est une association. Toi, tu es salarié. Combien il y a de salariés au sein de Kajibik? Oh, je sais plus. Non, je crois qu'on est 13. Non, je sais plus si on est 13 D'accord, ou 16 actuellement. Mais un peu ouais, plus d'une dizaine. on a pas mal Est-ce de monde. On a beaucoup grandi, ouais. est-ce que ça peut marcher avec un autre format de structure? Est-ce que Kajibik peut imagine passer en SA un jour? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est possible pour intégrer, parce qu'on le disait, vous avez aussi des villes, Mm. la métropole de Lyon qui intervient aussi, qui est aussi contributeur. C'est possible si on n'est pas association? C'est possible d'un point de vue strictement théorique, oui. D'un point de vue éthique, beaucoup moins. Puisqu'en fait, il s'agit quand même de réunir les actifs d'autres structures. Donc, réunir Mmh. des actifs d'autres structures au sein d'une entreprise capitalistique, ça pourrait poser un vrai problème d'éthique, puisqu'en fait, comment pourrait-on Mmh. justifier qu'une entreprise capitalise avec les actifs des autres? Ça paraît un petit peu problématique. Mais vous Est-ce touchez que des subventions, par Kajibig, exemple? Parce pardon? que vous touchez des subventions, par exemple? Parce Très que les peu. subventions, typiquement, c'est Ouais, les associatif. subventions, les entreprises en touchent aussi, mais Ouais, on en parle moins. ouais, t'inquiète. Mais non, nous, on n'a pas de subvention de fonctionnement. Par contre, notre modèle économique est vraiment un modèle économique rentable qui nous D'accord. permet de salarier, alors pas sur des niveaux de fou, hein, mais qui permet quand même de permettre à nos salariés de toucher un salaire. Mais du coup, en fait, d'un point de vue strictement, encore une fois, n'importe qui pourrait faire de la mutualisation sous n'importe quelle forme. Mmh. La vision ESS est quand même fondamentale pour la répartition de la valeur ajoutée et pour s'assurer en fait que ces actifs ne sont pas utilisés pour capitaliser et enrichir ceux qui n'ont pas investi finalement, parce que les investissements sont portés par les autres. Donc voilà, il y aurait un vrai souci autour de ça. Est-ce que Kajibik deviendra un jour une entreprise, une coopérative? Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une D'accord, ouais, coopérative bien est sûr. une entreprise. Coopérative. On n'en sait rien. On ne sait jamais ce que deviendra C'est pas l'avenir. dans Nous, les on sait tuyaux? que bah, la coopérative, c'est un serpent de mer. On sait que nous, aujourd'hui, on y est opposé, mais on sait aussi qu'un jour, on sera peut-être plus là et que ça sera les futurs détenteurs de Kajibig de l'association qui feront leur choix. Mais non, c'est Mmh. pas du tout d'actualité. On n'a pas D'accord. vocation à devenir des start-upers. Merci beaucoup, Hichem. 13h33, j'ai 3 minutes de retard. Bon, c'est pas grave, c'est la mutualisation du temps qui fait ça. Merci Tu à sais que je suis capable toi. de faire pire. Je sais bien, je suis assez ravie déjà qu'on n'ait pas débordé plus. Ce programme est en live, mais sera disponible en replay sur LinkedIn dans quelques minutes et en podcast également sur les plateformes habituelles. Si vous avez loupé le début, si vous voulez réécouter l'émission, n'hésitez pas à chercher Jour J sur votre plateforme. Jour J, c'est un nouveau programme. J'espère que nous nous retrouverons durablement sur une fréquence d'une semaine sur 2. La prochaine émission aura donc lieu mardi 13 juin. Nous recevrons Fanny Crapanzano des Nuits Sonores et de l'association Artifarti qui organise les Nuits Sonores. Mardi 13, ça nous permettra de débriefer aussi un peu sur l'événement cette année, sur la dernière édition qui vient de s'achever. Pour nous aider à faire vivre ces rendez-vous Jour J, merci de suivre la page LinkedIn de Jour J. Remerciements également à toutes les équipes de l'agence digitale Bison qui ont réalisé cette émission, bien sûr. Je les salue, ils sont derrière leur écran. Et pour la partie éditoriale, à l'agence Eltonic Circus. Merci à tous. Merci beaucoup, Hichem, de ce temps que tu nous as consacré. À très bientôt, tout le monde. À dans Merci. 2 semaines sur LinkedIn. Au revoir.